Elle se bat depuis son plus jeune âge pour l'égalité et la justice entre Israéliens et Palestiniens. Yael Lerer a cofondé un parti politique judéo-arabe qui s'appelle Balad, ça veut dire le pays. Elle a aussi créé une maison d'édition baptisée Andalouse, tout un symbole qui traduit la littérature arabe en hébreu. Mais un jour, elle décide de quitter Israël pour la France. Elle s'est présentée aux législatives françaises sous l'étiquette NUPS, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Yael Lerer. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. On va bien entendu commencer, et je présente également Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Yael Lerer, on va commencer par ce vaste mouvement de contestation en Israël. 34e samedi de manifestations partout à travers le pays. On le verra même, y compris cette fois-ci dans des colonies. Comment expliquez-vous l'ampleur de ce mouvement contre la réforme controversée de la justice ? Moi, en fait, je ne pense pas que les manifestations sont que contre la réforme de la justice. Moi, je pense qu'il y a un genre de réveil chez une partie des publics juifs israéliens qui a un père un peu. En fait, c'est en ce moment-là, le gouvernement de Netanyahou, pour beaucoup de raisons, est très à droite. Et il y a beaucoup de religions dedans, y compris les juifs ultra-orthodoxes. Alors, la réforme juridique, elle ne va pas changer grand-chose. C'est toujours la Cour suprême israélienne qui a protégé, qui a l'occupation, par exemple. Mais on a peur quand même. On voit toute cette barboule-là, cette situation qu'on connaît. Alors de quoi ont peur Yael Lerer, ces dizaines de milliers d'Israéliens qui défilent? Est-ce que ce sont les minorités, notamment la communauté LGBT? Est-ce que ce sont les minorités nationales, la minorité notamment arabe? Moi, je pense les femmes aussi. de toute façon, c'est un truc très, très positif. C'est toujours très bien qu'il y a des personnes qui se révoltent, qui sortent dans la rue et qui défendent leurs valeurs. Et moi, je suis pour ça, et de toute façon. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on comprenne de quoi on parle. Il faut qu'on voit les images avec tous ces drapeaux israéliens. Et en fait, on parle de défendre la démocratie israélienne. Et moi, je pense que c'est très intéressant parce que par ce mouvement-là, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui commencent à comprendre ce que les Palestiniens citoyens d'Israël sont compris il y a bien beaucoup d'années, qu'en fait, Israël, ce n'est pas une vraie démocratie. Je peux donner quelques exemples. C'est-à-dire, d'abord, ce qui est très, très important, en fait, nous, il y a cette tendance-là de parler d'Israël et de la Palestine. Comme qu'Israël, c'est un endroit séparé. Pourquoi ce n'est pas une démocratie, Israël? Justement. C'est-à-dire, quand on parle d'Israël, on pense qu'Israël, c'est un pays démocratique, et comme nous, en Europe, etc. Et à quelques endroits assez lointains, sur un île, il y a l'occupation. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, sur tous les territoires, entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a 15 millions de personnes qui y habitent. Et toutes ces personnes-là, il n'y a qu'un pouvoir. Un pouvoir politique, un pouvoir militaire, une économie, et c'est le pouvoir, pour être précis, israélien. Alors, aujourd'hui, on a, en fait, même les juifs israéliens sont minoritaires, mais la plupart c'est presque moitié-moitié. On a 15 millions de personnes, presque moitié-moitié, juifs israéliens et palestiniens, arabes et juifs. Alors, il y a entre eux 1,5 million qui sont citoyens israéliens, palestiniens citoyens d'Israël, qui votent à la Knesset, etc., mais toujours discriminés. Mais ce qui est beaucoup plus important, les personnes qui habitent au Cisjordanie et Gaza, dans les territoires palestiniens occupés, ils sont discriminés, et tout ça arrive. Yael Lerer, je vais donner la parole à Slimane Zeguidour, mais juste quelque chose qui parfois vous est reproché, y compris pendant la campagne des législatives, c'est que vous avez dit tout à l'heure, la Cour suprême israélienne, elle est pour l'occupation, mais elle est quand même pour beaucoup d'Israéliens un dernier rempart, peut-être le dernier rempart contre le pouvoir politique, tout de même. Oui, c'est vrai il avait quelques décisions de cette Cour suprême israélienne, par exemple pour les droits des LGBT. Rappelons qu'il n'y a pas de constitution en Israël. Seule la Cour suprême peut s'opposer à une décision politique. Exactement. Mais historiquement, la Cour suprême aussi bien a protégé l'occupation. Et il ne faut pas les oublier. En fait, vous ne voulez pas réduire ce qui se passe en ce moment en Israël avec ce gouvernement à la question de la réforme de la justice. Slimane, la protestation, on l'a dit, s'étend à d'autres sujets, notamment justement l'occupation des territoires palestiniens. On a même vu une manifestation dans une colonie.
Oui, ça c'est vraiment, je parle sous le contrôle de Yael, c'est vraiment historique que jusqu'ici, depuis le début de ces manifestations, la question palestinienne, celle de l'occupation, qui est quand même un problème central dans la vie israélienne que le gouvernement actuel occulte, eh bien, on commence à voir des drapeaux palestiniens, des pancartes où on dénonce l'occupation. Et là, vendredi dernier, il y a 150 militants qui sont allés manifester à Kiryat Arba, près de Hébron, c'est-à-dire dans un des épicentres historiques de l'occupation. C'est une des plus vieilles colonies qui était ouverte dans les années 70. Eh bien, ils sont allés protester devant cette colonie, d'abord parce qu'elle a un ancrage historique, parce qu'elle est habitée par les éléments les plus radicaux des colons et parce qu'elle est habitée par Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité. C'est un ancien repris de justice condamné plusieurs fois et qui est maintenant ministre et qui exprime un racisme anti-arabe totalement décomplexé aux grandes dames des Israéliens du bureau, mais même du département d'État américain qui n'hésite pas à le traiter en tant que tel. Yael Perloff, juste une question. Vous observez ce mouvement de contestation massif depuis la France. Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de quitter Israël? En fait, pour moi, personnellement, moi je vis depuis 30 ans en plus, c'est entre les deux sociétés, la société israélienne et palestinienne. Je parle hébreu, je parle arabe, je parle français, oui, mais et vous avez été naturalisé d'ailleurs en 2007. Oui, c'est ça. Et en fait, toute ma vie, c'était l'aller-retour entre des sociétés. Et à quelques mois, j'ai compris que cet espace d'aller-retour est complètement disparu. En fait, les murs culturels, les murs linguistiques, les murs sociaux sont devenus trop durs et trop difficiles pour moi. Alors, j'espérais qu'en France, et quand je suis venue en France complètement par hasard, et pour une année sabbatique, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, je peux respirer. Alors, on a beaucoup de critiques, et moi, je suis... Respirer en tant que quoi? En tant que militante, en tant que femme? En tant que militant, en tant que femme, et en tant que, particulièrement, quand on parle des questions de racisme. Et pour moi, le racisme est quotidien en Israël et pénible. C'est un truc qui, je sens, il est pas... Oui, le paradoxe, c'est peut-être qu'il est plus difficile de défendre la cause palestinienne en France qu'en Israël même. C'est ça le paradoxe. On verra bien. Donc vous devez mener un autre combat ici. Oui, on verra bien. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je pense que c'est vraiment difficile. Moi, j'essaye maintenant, en fait, après les élections... Pourquoi c'est difficile en France? Parce que c'est une question sensible? Je pense que parfois, je me pose moi. Et cette question-là, pourquoi c'est tellement difficile? Je pense qu'en ce moment-là, le mouvement de solidarité est perdant. Est perdant vraiment. C'est-à-dire, si on regarde les passés et si on compare les passés à maintenant, mais quand même, je pense que les gouvernements actuels en Israël aident beaucoup. Et moi, j'espère bien d'ouvrir, en fait, tout mon engagement politique ici en France, la campagne électorale que je viens de mener, et maintenant, ensuite, on fait un recours, justement, pour venir avec les questions de base. Et tout mon but, c'était créer un espace en France pour parler d'Israël comme il faut. Parce que moi, je pense, en tant que franco-israélienne, en tant qu'israélienne, les Israéliens ont besoin de l'aide. La justice et l'égalité, c'est pour tout le monde. C'est pas... Oui, vous prenez l'universalisme. Moi, je déteste. En fait, non, mais quand on dit, lui, il est pro-palestinien, et elle, elle est pro-israélien. En fait, non. C'est-à-dire, si on est... Moi, je suis pro tout le monde. C'est-à-dire... Universalisme. Non, c'est pas qu'un universalisme. Dans cette situation-là, c'est soit gagnant-gagnant, soit perdant-perdant. Soit il y a égalité, justice pour tout le monde. C'est pas égalité, justice pour tout le monde, soit tout le monde perdant. C'est pas un match de football. Alors, il y a un événement, c'est pas un match de football, il y a un événement important bientôt, les 30 ans des accords d'Oslo, 1993-2023. Slimane, peut-être un mot sur cet anniversaire. Que reste-t-il des accords d'Oslo au moment où Israël, paradoxalement, normalise ses relations avec plusieurs pays arabes, notamment le Maroc, les Émirats arabes unis notamment. Un mot sur ces accords et peut-être après, pour finir, Yael Lerer. 30 ans, ces accords devaient évoluer, se concrétiser par la création d'un État palestinien, donc conformément aux résolutions de l'ONU quasi unanimement votées, y compris par les Américains et les Européens. Et donc, pour que cet État palestinien puisse s'étendre sur un territoire continu et fiable, il fallait que les colonies ou les principales colonies soient démantelées. Or,
depuis 1993, le nombre de colons a été multiplié par 7. Ouais, et le temps file si mal. Et qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, lui, n'entend même pas, rejette ouvertement l'idée d'État palestinien que préconise le droit international des Européens et des États-Unis. Un mot pour finir, Yael Herrera, on est pris par le temps. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On revoit cette image qui a fait le tour du monde. Ce qui n'a pas fonctionné, c'était l'extrême droite israélienne, c'était les massacres de Baruch Goldstein dans les mosquées à Hébron, et qui a commencé... Les Israéliens disent qu'il y a aussi en face le Hamas, notamment, que l'autorité palestinienne a échoué. Mais malheureusement, ça a commencé par un massacre cruel d'un Israélien, colon par ailleurs, et qui sa photo était dans la maison d'Itamar Ben-Gvir, qui justement, c'est un activiste. Baruch Goldstein, qui a tué 29 Palestiniens qui étaient en prière et dont le tombeau est devenu un lieu de pèlerinage. Merci beaucoup Yael Herrer d'être venue avec vous. Merci pour cette invitation. Merci à vous.